Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bien à la conférence Femmes et santé au global au travail, auquel je suis heureux de vous accueillir au nom du Cercle Entreprise et Santé, avec Anne-Marie Devève qui dirige notre cercle. Je me permets très brièvement en aparté, parce qu'il y a 5 ans et il y a 10 ans, nous étions au Maroc à une conférence Préventica et nous nous souvenons de la gentillesse et du professionnalisme des acteurs de la prévention qui nous ont reçus. Et aujourd'hui, face au malheur qui frappe ce pays, je voudrais exprimer avec vous notre solidarité et notre compassion. Voilà, maintenant, retour à notre sujet. Les femmes et la santé au global au travail. Dans l'univers de travail, notre visée, c'est la santé globale, c'est la qualité de vie. Mais pour les femmes, dont on ne commence à parler beaucoup, mais dont on n'a sûrement pas parlé suffisamment, quelles spécificités, quels besoins, quels apports, quel rôle des acteurs du travail, nous allons en débattre avec vous grâce à nos intervenants, que je remercie chaleureusement d'être présents. Et je passe la parole à Anne-Marie Devève qui va entamer le débat et nous présenter les intervenants. Merci à vous. Merci à vous et merci à tous d'être là. Donc, peut-être juste 2 minutes sur qui on est. Le cercle, alors, on a l'air très grand comme ça, mais on est peut-être finalement pas tant que ça, mais on existe quand même depuis 2006. J'allais dire sur toutes les lignes prospectives de la façon dont évolue la relation au travail et les impacts ressources santé autour de ces questions. Alors, quand on a monté, je dirais, ce cercle avec Jacques Bouvet, donc mon président, il y a maintenant un certain temps, c'était exactement sur cette ligne et donc sur l'idée que la santé, notamment la santé globale, c'est-à-dire celle au-delà du réglementaire et du réglementaire des risques professionnels, était sur le fond une préoccupation de chacun des collaborateurs travailleurs, encore une fois, quel que soit son statut. Alors voilà, on a mené notre chemin pendant un petit moment et puis on a vu les choses, je dirais, basculer complètement, clairement, en 2018, où les études qu'on a menées, notamment avec des RH, nous ont montré qu'eux-mêmes étaient poussés, j'allais dire, par les collaborateurs, les salariés ou autres, et que clairement, la demande était, on veut plus avoir une santé saucissonnée et on veut, finalement, on souhaite avoir des modes de réponse et des modes d'accès à ce qui s'appelle pas des parcours de soins, mais en tout cas des parcours de réponse et des styles de réponse qui puissent être globalement sur l'ensemble. Ça, c'est une première préoccupation sur laquelle, et merci, vous avez été un certain nombre, et je remercie Cyril Combe qui est là au milieu, donc directeur général de l'OIT, du BIT en France, là-dessus, à nous accompagner là-dessus. Et alors notamment, on avait sorti des trucs qui à l'époque étaient pas obscènes, mais enfin globalement, je me souviens moi de m'être fait vraiment incendier quand on avait monté des choses sans être de médecin sur scène. Et donc là, comment vous vous permettez de parler de santé alors que vous n'êtes pas médecin? Et ben voilà, ça, les choses font leur chemin, c'est bien, on en a besoin, ils sont là, mais on peut aussi en parler. Et l'autre thème, donc qui est en gros le nôtre, pardon, ça c'est ma tête, vous en avez pas forcément besoin aujourd'hui, c'est les femmes et santé globale. Alors voilà, ça fait, pour vous dire les choses, nous, ça fait un petit moment que non seulement on l'a en tête, mais qu'on le travaille. Et on a eu une première chose, et c'était, je trouve significatif, c'était d'ailleurs avec une entreprise d'Occitanie qui a disparu depuis, puisqu'elle a été reprise par un grand groupe, et où le jeune DRH de l'époque, qui était formé par monsieur Jean-Marie Peretti, qui est un de nos copains que tous les DRH de la Terre connaissent et qui est moi un ami de 30 ans, comme on dirait, depuis longtemps. Et donc, ce garçon était DRH d'une structure de BTP, je sais plus que quelque part, voilà, et avec déjà un énorme déficit de recrutement, c'est-à-dire avec de grosses difficultés de recrutement. Et donc là, je dirais bon an ballant, quelle que soit sa conviction ou qu'elle ne le soit pas, il fallait recruter, il fallait des opérateurs et donc des opératrices là-dessus et adapter l'ensemble des systèmes de conditions de travail. Ça, je dirais que c'était il y a 10 ans. Ce qu'il avait fait, c'était complètement remarquable. Malheureusement, la boîte a dû être rachetée par un grand groupe qu'on ne citera pas. Et donc, le truc s'est arrêté, a repris, j'allais dire 15 ans après, mais voilà. Donc, ça, c'était les questions là. Et
en ce qui concerne Préventica, ça fait 3 ans, pardon que je cafte et je les pousse sur la panse savonneuse de prendre la question des femmes là-dessus. Et j'ai été aidé. Alors je vais en profiter pour vous présenter nos intervenants et merci. Donc pardon, on va pas suivre l'ordre protocolaire. On va suivre quasiment l'ordre protocolaire inverse parce que j'allais dire que c'est notre mousse ici par Anaïs Sorel là, qui est bien entre deux messieurs. D'ailleurs Anaïs. Donc Anaïs est d'une start-up que j'ai découvert après Préventica il y a 5-6 ans, globalement déjà maintenant, et qui en fait a comme mission, elle nous dira laquelle, mais en biomécanique, d'adapter les innovations finalement à tous les corps, à la fois sociaux et surtout corps humains, qui utilisent des exosquelettes. Et la première chose qu'on ait montée donc avec Préventica, avec Anaïs, ça a été il y a un peu plus de 2 ans là, globalement là maintenant, un truc spécialisé sur l'intégration des innovations par les femmes et notamment sur l'intégration des exosquelettes. Alors je salue Anaïs tout de suite, même si vous parlerez quasiment en dernier pour vous dire en gros qui sera là. Donc voilà. Alors si vous voulez bien, je vous présente nos intervenants et sur cette question de femmes et santé globale, on va essayer de suivre une logique quasiment d'entonnoir ou géographique, pardon. Et donc la dimension internationale, tout d'abord. Donc Cyril Combe, merci d'être là. Cyril Combe est directeur donc du BIT de l'OIT en France et vous savez que l'un des grands axes notamment c'est sur ces questions, donc il nous présenterait peut-être à chacun la question que on vous posera, c'est comment vous avez vu les choses à la fois évoluer et surtout émerger là maintenant. C'est-à-dire en gros la question c'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui leur prend mis à part que on a eu pour nous là-dessus. Voilà, donc niveau international, voilà, position de l'OIT, comment ça se situe. Ensuite, niveau France, alors là, on a une grande prêtresse, mais qui est Florence Schapper. Florence, merci d'être avec nous là, parce que je dirais que c'est la fidèle et tenace, à la fois tenante et porteuse de la problématique femme, de ce qu'on appelait à une époque égalité, qui maintenant porte globalement d'autres noms. Donc merci d'être là, et là aussi sur ce que sera une vision France, avec des problématiques et des enjeux qui sont légitimes maintenant, qui ne l'étaient pas, en tout cas largement, il y a encore très très longtemps. Donc merci à Florence d'être là. Et puis je voudrais pas être devant vous, mais Sophie, je vais essayer de pas tomber parce que c'est une de mes spécialités. Sophie Pantel, donc qui est là. Merci de représenter l'Occitanie, parce que sur ces questions-là, comme sur d'autres, l'Occitanie bien pushy et bien en avance. Sophie, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, est à la DRETS et donc s'occupe plus particulièrement du pôle travail et dans la région Occitanie, du plan régional de santé-travail, dont vous savez que nationalement comme régionalement, l'un des axes forts est l'axe femmes et santé-travail. Et puis, alors le grand gourou devant lequel nous nous prosternons tous, Philippe Garabiol, alors dont le nom vous montre qu'il est même si c'est lointainement d'origine occitane locale. Philippe est secrétaire général du COCT, alors que le COCT c'est le grand gourou des coulisses, c'est comme ça qu'on l'appelle, des coulisses et de la préparation de ce qui est auprès du ministère du Travail, l'ensemble des problématiques des analyses et des négociations sociales, et sur ces questions de conditions de travail et notamment de ce qui nous occupe tous. Vous avez dû en entendre parler ce matin, c'est qu'on a tous des obligations enfin, j'entends les entreprises, de DUERP ou autre, et là-dedans, et l'approche genre là-dedans, et l'approche des différences entre hommes et femmes là-dedans, qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc, je vais peut-être pas rester plus longtemps, et puis je vais demander, Cyril, à vous. Alors, je vais être comme d'habitude horrible, c'est-à-dire que vous avez 8 minutes et demie exactement, ou peut-être 10, mais voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je peux me permettre le micro sur le bas du menton, mais plutôt le bas du menton parce que ça permet d'avoir une photo agréable. Voilà. D'accord. Et faites attention à vous parce que vous êtes au bord des limites de la tribune, et à plusieurs reprises on a craint une illustration maléfique du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. La première remarque que je voudrais faire pour commencer cette conversation sur les femmes et la santé au travail,
c'est de mettre un peu le sujet dans une perspective un peu historique, parce qu'en réalité, la question ne date pas d'aujourd'hui. On s'est toujours interrogé sur la façon d'aborder la question de la santé des femmes en droit du travail, que ce soit au plan national ou que ce soit au plan international. Moi, je parle du point de vue de l'Organisation internationale du travail. Et pour ceux qui l'ignoreraient, je rappelle que c'est une organisation qui fait partie du système des Nations Unies et dont le mandat est d'améliorer les conditions de travail dans le monde à travers l'adoption et le contrôle de normes internationales du travail. Donc, nous encourageons la négociation de conventions qui sont négociées entre nos membres tripartites et beaucoup de ces conventions portent sur la question de la santé au travail. C'est une organisation qui a été créée en 1919, donc c'est une très vieille organisation. Et les premières conventions internationales négociées en 1919 et en 1920 ont précisément porté sur la question de la santé des femmes. À l'époque, l'approche était évidemment très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Les femmes étaient considérées comme une catégorie du monde du travail très vulnérable dont il fallait protéger impérativement la santé en lien avec la maternité. Et d'ailleurs, les premières conventions de l'OIT portent sur la maternité et portent aussi sur une question qui va illustrer pendant presque un siècle l'évolution de l'approche qu'on a eue des femmes en droit du travail, la question du travail de nuit. Les premières conventions internationales sur le travail de nuit, comme les lois nationales, étaient extrêmement différenciées entre les femmes et les hommes. Elles étaient prohibitionnistes sur les femmes, toujours en lien avec la maternité, alors qu'on autorisait le travail de nuit des hommes sans grande restriction. Cette approche, donc vous voyez, protéger une catégorie vulnérable fondée sur une différence absolue entre la femme et l'homme en milieu de travail, c'est une approche qui a été très vite contestée, comme vous pouvez l'imaginer, par le mouvement féministe qui revendiquait une stricte application du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et qui avait tendance à assimiler ces normes a priori protectrices comme autant d'obstacles à l'emploi des femmes et à leur promotion professionnelle. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les normes internationales du travail valides, opérationnelles sur ce sujet, reposent sur une approche bien différente qui est celle de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers des règles spécifiques sur l'égalité de rémunération, à travers des règles spécifiques sur la lutte contre les discriminations. Et comme vous le savez, le sexe est un des principaux motifs, sinon le principal motif de discrimination professionnelle. Donc on s'est rendu compte au fil du temps que ces normes protectrices qui visaient spécifiquement les femmes avaient en fait eu des conséquences discriminantes, ce qui a fait prévaloir au niveau international comme au niveau national une approche, je dirais, une approche universelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a complètement renoncé à protéger les femmes dans les conventions internationales compte tenu de certaines spécificités. Par exemple, les femmes en maternité et les femmes enceintes font toujours l'objet de règles protectrices. Mais je vous donnerai un seul exemple qui, en fait, est la dernière convention adoptée par l'OIT et qui concerne les violences au travail et le harcèlement et qui illustre aujourd'hui la difficulté d'avoir une approche trop genrée dans l'adoption de normes internationales du travail. Au départ de cette convention, la revendication était celle de l'adoption d'un instrument international contre le sexisme au travail. Donc, a priori, un instrument qui devait concerner quasi exclusivement les femmes. Eh bien, cette négociation n'a pas pu avoir le jour parce qu'on s'est rendu compte qu'elle suscitait trop d'obstacles et trop de divergences entre les parties prenantes de l'OIT. Et on s'est acheminé finalement vers une approche beaucoup plus globale sur l'ensemble des violences et de harcèlement, dispositions au travers desquelles, évidemment, la question du sexisme est abordée, et y compris une question qui défraie régulièrement l'actualité, malheureusement, la façon de prendre en compte les violences domestiques et la violence conjugale, dont les femmes sont les principales victimes, dans le monde du travail, au travers des politiques de prévention. Donc, mon premier point, c'était vraiment pour souligner que aujourd'hui, l'approche qui prévaut quand même en matière de prévention des risques,
au plan international comme au plan national, c'est une approche globale, universelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut mésestimer le fait que cette approche globale et universelle peut s'avérer inadaptée pour protéger les femmes en milieu de travail. Et je vais y revenir très, très rapidement. On s'est rendu compte, par exemple, et ça a été illustré au moment de la crise sanitaire du Covid, que cette approche universelle pouvait masquer un référentiel masculin dominant qui rendait parfois les femmes, qui mettait parfois les femmes en situation difficile, compte tenu, par exemple, de l'inadaptation d'un certain nombre d'équipements de protection au travail. On a vu aussi récemment beaucoup de littérature, peut-être plus fréquente d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France, sur les caractéristiques physiologiques propres aux femmes et leur impact sur le monde du travail, qu'il s'agisse des conséquences de la ménopause, qu'il s'agisse de l'endométriose, qu'il s'agisse de certaines pathologies menstruelles qui d'ailleurs suscitent dans un certain nombre de pays et dans un certain nombre d'entreprises des initiatives consistant à développer des protections spécifiques pour les femmes. Donc cette préoccupation de prendre en compte des caractéristiques propres aux femmes, ça doit s'intégrer dans cette approche globale et universelle. Mais le point sur lequel je voudrais vraiment insister, si j'ai encore quelques secondes, quelques minutes, c'est le fait que il me semble très important de prendre en compte la réalité du travail des femmes et qu'on ne pourra que difficilement protéger la santé des femmes au travail si on ne prend pas conscience qu'il y a des déterminants du travail des femmes qui sont tout simplement les conditions de travail des femmes et qui sont davantage marquées par des formes de précarité différentes de celles qui concernent les hommes. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à une vulnérabilité spécifique des femmes sur le marché du travail. Là, il y a beaucoup d'études internationales qui montrent combien les femmes ont devant elles un certain nombre d'obstacles qui leur sont propres dans l'accès à l'emploi. Vous savez que dans la population mondiale, il y a plus de femmes que d'hommes. Et pourtant, il y a à peu près 1,1 milliard d'hommes au travail et à peu près 700 millions de femmes. Et à l'OIT, on a essayé d'affiner un peu ces mesures des obstacles au travail féminin à travers ce qu'on appelle les déficits d'emploi, ce qui nous amène à estimer qu'on a à peu près 15% des femmes en âge de travailler qui ne travaillent pas et qui souhaiteraient travailler, alors qu'on n'a que 10% des hommes dans cette situation. Donc cette vulnérabilité des femmes pour accéder à l'emploi, elle emporte évidemment un certain nombre de conséquences ensuite sur la vulnérabilité de leurs conditions de travail. On a un deuxième déterminant très important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des emplois. Bon, pour dire les choses rapidement, on a des emplois qui sont plus féminins, des emplois qui sont plus masculins. Dans les pays industrialisés, les emplois plus féminins concernent les emplois de services, concernent le secteur du soin, le secteur de l'éducation. Et ce sont des secteurs qui comportent des risques professionnels différents, peut-être moins axés sur une pénibilité physique que pour les hommes et davantage source de pression psychique et source de risques psychosociaux pour les femmes. Et de nombreuses études montrent combien les femmes sont davantage exposées aux risques psychosociaux que les hommes. Il y a un troisième facteur bien identifié aussi, c'est l'impact de la vie privée, de la vie familiale sur la vie professionnelle des femmes, le fait que les femmes ont une charge de travail non rémunérée à travers des charges domestiques, à travers des charges de soins aux enfants et aux parents âgés, qui pèsent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes et qui a aussi un certain nombre de conséquences sur les femmes. Donc, j'arrêterai là sur les déterminants de la santé au travail des femmes, mais ça me semble très important d'agir vraiment très en amont et de ne pas se limiter uniquement à la prise en compte de caractéristiques d'ordre, je dirais, physiologique. Alors, pour conclure, la recommandation de l'OIT, elle tient en deux mots. Le premier, c'est de souligner qu'on manque cruellement de données épidémiologiques pour mesurer effectivement la spécificité de l'exposition des femmes à un certain nombre de risques professionnels et que donc il y a un gros travail de recherche à faire dans ce domaine. Et le deuxième mot, c'est pour insister sur la nécessité de conserver cette approche
universelle de la prévention des risques, d'éviter de trop segmenter la population au travail, tout en prenant compte un certain nombre de déterminants spécifiques sur le travail des femmes, qui encore une fois les exposent à des formes de précarité spécifiques par rapport aux hommes, mais de garder cette approche globale de la prévention des risques. Florence Chaper, c'est justement sur ce manque cruel de données et vous, les reculs que vous pouvez avoir de ce côté-là. Je dirais que c'est vrai qu'on a vu des choses sortir. On vous les indiquera sur le site si vous le souhaitez. Mais par exemple, vous avez un remarquable travail qui a été fait je dirais les 6-8 derniers mois par le Sénat, plus précisément sur l'approche santé travail des femmes. Alors c'est une appellation un peu désuète, si je peux me permettre, puisque c'est la commission de l'égalité des chances. Enfin bref, ça a eu une appellation d'il y a 15 ans sur leur chose là. Vous avez l'Assemblée nationale qui s'y met aussi avec, si je peux me permettre, une députée qui est la quasi homonyme, sans avoir de relation avec mon cher président, puisqu'elle s'appelle je ne sais pas quoi, Bouvet. Donc les choses démarrent de ce côté-là. Et puis la poussée par Florence Chaper a fait un énorme travail, je dirais, de ce côté-là pour mettre à jour l'ensemble de ces questions. Donc, Florence, c'est à vous. Je cherche ma zapette pour avoir votre photo, mais vous pouvez démarrer. Et voilà, Florence Chaper. Donc, la mission s'appelle Égalité intégrée. C'est comme ça s'appelle chez vous à l'ANACT. ANACT nouvelle formule et ancienne formule aussi d'ailleurs. Merci, Florence. Le but, c'est d'intégrer les questions de femmes et d'hommes au travail dans tous les sujets de conception de travail, de conditions de travail. Alors, merci Cyril pour cette première présentation en fait. Et là, nous, on est très alignés. Donc, je vais essayer de ne pas répéter un certain nombre d'éléments que vous avez présentés, mais de les compléter. Alors, en fait, ça fait 15 ans que l'ANACT travaille sur ce sujet. L'ANACT a été un petit peu pionnière. Ça a été une décision du conseil d'administration de l'ANACT de prendre en compte le genre dans nos méthodes, nos approches concernant les conditions de travail. Or, à cette époque, le Code du travail venait juste de supprimer toutes les références discriminatoires. Il ne restait plus que la protection de la grossesse, le port de charge qui est encore différencié. On était encore dans une approche de la prévention par les risques, mais finalement assez déconnectée de ce qu'on appelle les populations au travail. Et surtout, on s'est aperçu en démarrant qu'il n'y avait aucune donnée sexuée en santé au travail. Et donc, nous avons cherché à défricher le sujet. Et c'est en 2012 que nous avons publié la première photographie statistique des accidents de travail, maladies professionnelles, selon le sexe, sur la base des 18 millions à l'époque de salariés du secteur privé. Les données se sont confirmées puisque aujourd'hui on constate une baisse des accidents de travail pour les hommes, mais une augmentation pour les femmes. Sur 20 ans, on est à 27% de baisse d'accidents en valeur absolue pour les hommes et 42% pour les femmes, même si les hommes restent plus accidentés. Et aujourd'hui, le secteur des services à la personne est plus accidentogène que le secteur du BTP. Ces statistiques ont provoqué un petit électrochoc puisque quelques années plus tard, en 2014, a été promulguée une loi concernant l'évaluation des risques, enfin un article de loi, pour genrer ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, et Sophie Pantel en parlera, évaluer les risques en prenant en compte l'impact différencié à l'exposition en fonction du sexe. Cette loi incitera aussi les entreprises, obligera aussi les entreprises à produire des données sexuées en santé au travail, comme les médecins du travail et comme la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, les grands constats, Cyril Combe en a un petit peu parlé, donc je ne vais pas revenir, mais ils ont été documentés par un certain nombre d'interventions de terrain que le réseau ANACT-ARACT a pu réaliser, et j'ai ma collègue de l'ARACT Occitanie qui est ici, Sophie Dalabert. Ils ont été très bien résumés aussi dans le rapport du Sénat.
Donc, des expositions différenciées pour les femmes et pour les hommes, car ils et elles ne sont pas dans les mêmes métiers. Une invisibilisation des risques dans les emplois à prédominance féminine. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de burn-out parmi les soignants, qui sont le plus souvent des soignantes. Tout ce qu'on appelle le travail émotionnel n'est pas un risque qui est pris en compte, reconnu, accompagné, prévenu à sa juste valeur. Dans les secteurs à prédominance masculine, on a observé, par exemple, la logistique, dans l'imprimerie, une insuffisante transformation des systèmes de travail sur des choses toutes bêtes, l'adaptation des matériels à la taille des femmes et des hommes. Les femmes ont en moyenne 15 cm de moins. Une adaptation des cadences, des ports de charge à la force musculaire des femmes. Ça concerne aussi les EPI, les équipements de protection individuelle, la taille des gants, etc. Voilà. Ce qu'on a observé également, c'est des phénomènes d'usure parce que les femmes rentrent souvent, le plus souvent, dans des postes d'entrée dans l'entreprise et n'évoluent pas. Et donc, il y a des phénomènes d'usure liés à une exposition durable à la pénibilité. Elles sont aides-soignantes, agents d'entretien, enseignantes, etc. et ne bougent pas de leur poste. Et puis, si on va sur les sujets de santé globale, on est sur des risques de désinsertion liés à certaines maladies qui touchent uniquement les femmes, l'endométriose, etc. Mais aussi le fait d'être enceinte, le risque de violences sexistes et sexuelles, et puis la non prise en compte jusque très récemment des risques liés à l'articulation des temps. Alors, encore quelques minutes juste pour parler. Non, pas quelques, je suis désolée, une minute. Une minute. Des orientations. Nous, bien sûr, on recommande de produire des données sexuées au niveau national, et on n'a pas de données sexuées en santé au travail consolidées au niveau national, ni concernant les absences, les inaptitudes, etc. Par contre, les plans régionaux et l'Occitanie ont produit un diagnostic sexué en santé au travail. Et puis, bien sûr, au niveau des entreprises. Ce qu'on recommande, c'est d'évaluer les risques ce qu'on appelle de manière genrée dans le document unique. Sophie Pantel en parlera. Et puis, bien sûr, c'est d'agir au niveau de l'organisation du travail. Développer des marges de manœuvre dans les emplois à prédominance féminine, identifier les facteurs de risque de violence, agir sur le risque d'usure en développant des parcours, développer la flexibilité des temps de travail, etc., etc., pour pouvoir améliorer, et vous l'aviez rappelé à plusieurs reprises, les conditions de travail pour tout le monde, toutes et tous. Mais voilà. Merci Florence. Pardon, on reviendra après peut-être sur la partie débat. Et en tout cas, merci de nous montrer bien à la fois d'où on vient, et on sent bien la ténacité qu'il faut pour faire notamment émerger des données, des indicateurs, des choses précises par secteur et autres. Alors, aujourd'hui, on a la grande chance d'être en Occitanie. Je veux dire que moi, quand j'ai commencé, par me pencher sur l'Occitanie, et notamment sur la question des data. Si vous êtes encore là demain, on va reprendre cette question, notamment les femmes, mais sur la question des data. C'est que j'ai complètement ébahi de la façon dont on travaille en Occitanie, notamment sur ces questions justement pour faire émerger et collecter les data. Mais alors, voilà, on a une ligne du plan national de santé au travail qui est centrée sur les femmes au travail, et l'Occitanie de ce côté-là et un peu pilote, fait la course devant de ce côté-là. Donc, Sophie, de votre côté, voilà, comment vous voyez les choses, comment vous prenez les choses, quelles sont, puisque la question est vaste, vos priorités en ce moment là-dessus? Oui, bonjour à tous. Donc, Sophie Pantel, je suis agent à la DRETS Occitanie, et donc je copilote avec Virginie, qui est la chef de service santé sécurité au travail, le groupe donc santé au travail des femmes dans le cadre du plan régional santé au travail. Donc le numéro 4. Les intervenants précédents ont rappelé en fait la division sexuelle au travail, et qui fait que les femmes sont concentrées dans 12 des 87 familles professionnelles. Et donc, en étant concentrées sur ces familles-là, elles sont exposées à des risques qui sont différents
de celui des hommes. Et donc, qui dit exposition différente dit risque, et donc forcément action, plan d'action et mesures à prendre qui sont différentes. Et ce sur quoi je voulais insister tout de suite, c'est sur l'importance en fait de genrer les données pour permettre d'avoir la bonne photographie à un moment donné au sein de l'entreprise et pour pouvoir mettre en œuvre ensuite évidemment les mesures qui s'imposent pour corriger, en tout cas en termes de prévention et pour faire cesser au maximum évidemment le risque. Et donc simplement une illustration. Alors je l'avais pas donné avant. Ce sont des chiffres que j'ai pris à l'ARACT. Donc, c'est l'évolution des accidents de travail selon le sexe entre 2001 et 2019. Et quand vous regardez ces chiffres, je vous montre le petit graphique. L'ensemble, vous voyez qu'il y a une baisse de un peu plus de 11% en fait des accidents de travail. Si je regarde la ligne uniquement des hommes, je m'aperçois que là aussi, il y a une baisse de 27,2%. Donc, si j'avais regardé que l'ensemble, que le chiffre global, j'aurais dit, mais tout va bien, les accidents de travail baissent. Or, si je regarde pour les femmes, j'ai une hausse de 41,6%. D'où l'intérêt, vraiment, de genrer pour avoir la bonne photographie. La question, en fait, de travailler sur santé au travail des femmes, aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise. Pourquoi? Bon, d'abord, c'est un enjeu de justice sociale, d'équité, mais c'est surtout un enjeu d'efficacité parce qu'il permettra d'amener la bonne réponse. C'est aussi, on est dans une mutation du monde du travail avec des problématiques d'attractivité de poste, de recrutement, de RSE pour les entreprises, et donc c'est un vrai sujet à investiguer au-delà des obligations de négociation professionnelle que les uns et les autres peuvent mener au sein de l'entreprise, et c'est un des sujets de négociation. En tout cas, il y a un vrai enjeu de compétitivité pour les entreprises à investir en fait ce sujet. Florence a rappelé la loi 4 août 2014 qui est codifiée dans l'article L 4121-3 du Code du travail et qui impose aujourd'hui à l'employeur de tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Donc nous en Occitanie, l'État s'est mobilisé donc dans le cadre du plan régional santé au travail qui est la déclinaison du plan national santé. Et le comité d'orientation des conditions de travail a fait de la santé des femmes un enjeu fort à décliner dans nos différents plans. Sur les 3 premiers plans au niveau de l'Occitanie, en fait, c'était quelque chose qui était intégré de manière transversale, que chaque groupe devait traiter. Or, on s'est aperçu que certains groupes, en fait, ne s'étaient pas forcément approprié le sujet. Et donc, le comité régional d'amélioration des conditions de travail a décidé d'en faire une priorité et de créer un groupe spécifique, mais qui a toujours, comme l'a rappelé le directeur de l'OIT, cette mission de travailler en approche intégrée, donc vraiment de manière transversale, en lien avec ce que l'Union européenne impose, puisque vous savez que l'égalité femmes-hommes, c'est un des 3 piliers de l'Union européenne, et qu'en fait, on nous demande de travailler, c'est ce que les anglophones appellent le mainstreaming, donc l'approche intégrée. Voilà. Donc au niveau du PRST 4, on a travaillé à partir d'un diagnostic, évidemment, avec l'ensemble des partenaires, parce que c'est vraiment une co-construction partenariale où nous avons tous les partenaires institutionnels et services de santé. Et donc, au niveau du groupe, on a plusieurs objectifs. D'abord, on a commencé par former en interne le réseau. On nous a demandé aussi de travailler sur un DU genré, donc le document unique d'évaluation des risques. Voilà. Et on nous a demandé de travailler sur la prévention des violences sexistes sexuelles au travail. Et au cours de cette année, on a développé cette action avec un financement du ministère du Travail. Donc, c'est une action sur 2 ans. Première année, on vient de terminer 13 journées de formation et on a voulu outiller les préventeurs. Donc, on a créé une vingtaine d'outils. Après, si vous avez des questions, je rentrerai dans le détail, qui sont d'ores et déjà, pour certains, mis en ligne sur le site du PRST 4. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter et aller voir ce qu'on a pu faire et vous pouvez vous en saisir, évidemment, dans vos différentes structures. Donc, cette année, on a formé les préventeurs de manière à ce que lorsque les entreprises qui vont être sensibilisées à partir du mois de février 2024, lorsqu'elles vont contacter les préventeurs, elles seront à même de trouver un réseau sur chacun des territoires des départements de la région pour pouvoir les accompagner.
Voilà, de manière un peu rapide. Merci Sophie. Merci Sophie. Et effectivement, on voit bien tout le travail qu'il faut là-dessus. Alors j'aurais une question pour vous, pour tout à l'heure et autres. C'est bien sûr, vous êtes dans le travail de préparation, donc on est un peu dans les limbes. C'est un peu tôt pour avoir globalement des résultats, mais vous n'avez pas travaillé tout seul. Vous avez dû travailler quand même avec, bien sûr, des experts qui viennent des entreprises ou du monde public. D'ailleurs, j'ai employeur public-privé, théoriquement, même combat. Ben voilà, c'est en gros peut-être question qu'on vous posera tout à l'heure. C'est comment vous les avez sentis évoluer sur cette question-là, au-delà, j'allais dire, de l'obligation de s'inscrire là-dedans. Et on voit bien le cadre qu'on a maintenant. Je dirais que Anaïs, c'est un peu pour vous. Alors Anaïs, c'est juste pour histoire de la faire rougir. Je l'appelle à la fois notre mousse parce que c'est la plus jeune sur la table et autres, et aussi notre muse parce que vraiment nous avez bien titillé pour nous faire avancer sur ces questions de femmes. Et donc vous avez, j'allais dire, au quotidien finalement. Sophie expliquait par exemple tout à l'heure là ce qu'étaient les besoins de, c'est pas Sophie, pardon, c'était Florence, sur les besoins d'adaptation des équipements et notamment des équipements de port de charge, des équipements de conditions de travail un peu complexes. Comment vous voyez ça? Je dirais presque à 360, c'est-à-dire à la fois avec vous comme fille dans une équipe qui est beaucoup féminine, hein, je vais cafeter chez Japet et chez Japet Médical là-dessus, et puis avec des populations. Et donc nous, on a eu par exemple à échanger sur les questions des soignantes par exemple, et sur qui sont le plus souvent 70% des femmes, hein, des filles qui sont dans les établissements hospitaliers. Voilà. Quel est votre sentiment, votre perception là-dessus? Comment vous voyez les choses évoluer dans cet univers qui est quand même beaucoup un univers de bons hommes? Exactement. Alors moi, je suis partie de ce constat qui était effectivement il y a une augmentation des ATMP, des TMS sur les populations féminines au travail. Si je considérais que la santé de la femme était pas l'affaire de tous, je pourrais me dire oh là là, mais que font les entreprises? Pourquoi elles prennent pas de soin de la santé des femmes? Surtout que moi, de mon point de vue, à chaque fois qu'on a essayé d'intégrer des innovations pour lutter contre les TMS auprès des populations féminines dans des entreprises, on remarque que ce sont les populations sur lesquelles on a une acceptation qui est bien supérieure que chez les hommes. Du coup, il est où le problème? Eh ben, le problème, c'est aussi de se remettre en question. Effectivement, les fabricants de solutions innovantes pour lutter contre les problématiques de santé au travail ont-elles pris à cœur la conception de leurs solutions sur une approche féminine? Moi, j'ai la chance effectivement de travailler dans une entreprise robotique qui est majoritairement féminine. Normalement, on a plutôt tendance à avoir des populations masculines. On a la chance, nous, d'avoir beaucoup de femmes qui, du coup, ont permis de prendre, dès la conception de la solution, la morphologie féminine au cœur de sa stratégie. Et effectivement, en fait, quand on voit des solutions qui prennent appui, par exemple, au niveau pectoral, chez les messieurs, ça va pas poser de problème et la solution, elle va être parfaitement adaptée. Et puis, là, on va se confronter à la morphologie féminine où, la solution, elle va apporter plus de contraintes que de bénéfices et du coup, elle va pas être adaptée. Donc, est-ce que c'est à toutes les entreprises de prendre en compte, d'intégrer au sein de leur structure, au sein de leur recherche et développement, la notion de la femme, les spécificités de la femme, tant sur le développement de la solution, mais aussi de comment est-ce qu'on va intégrer ces nouvelles solutions auprès des populations féminines pour que ça puisse avoir un réel impact et que les solutions de demain pour lutter contre les problématiques de TMS, par exemple, dans les entreprises, puissent aussi bien être adaptées sur un homme que sur une femme et qu'on puisse voir cette tendance d'ATMP diminuer au global sur les hommes comme sur les femmes. Moi, ce qui m'avait frappé quand on a bossé ensemble là-dessus, c'était deux choses. D'une part, ce que vous venez de dire là, c'est que en matière notamment d'innovation, d'analyse, presque d'auto-analyse des conditions de travail et d'acceptabilité des équipements,
on va pas chanter cocorico, mais finalement on est plutôt moins mauvaise que la moyenne prévue par le règlement. Voilà, donc ça c'est un atout qui est fort. L'autre chose aussi, je vais vous raconter une anecdote. Alors c'était pas chez vous, c'était chez un de vos confrères, et on fait comme ça de temps en temps quand on fait des retours d'expérience. C'est vrai que c'est bien, et puis tout le monde a envie de faire beau sur la photo, de dire des choses. Je parle que ce soit des équipementiers, des gens porteurs de solutions ou des entreprises utilisatrices, de regarder ce qui marche. Et là, je veux dire qu'il avait le courage de regarder un exemple qui était dans un hôpital d'un truc qui avait capoté, quoi. En gros, disant les choses, parce que en gros l'équipement avait un équipement qui avait été conçu pour, j'allais dire, des bonshommes un peu plutôt nordiques, donc grands, minces et tout, et puis utilisé par des filles plutôt d'Europe du Sud, donc plutôt moins grandes, plutôt dodues et autres. Et donc échec total, en dehors de l'adaptation même, c'était la question d'acceptabilité, j'allais dire culturelle et culturelle là-dessus. Et ça, je veux dire, on a vraiment besoin de travailler là-dessus. Ce que vous me disiez aussi, Alice, c'est que finalement, en travaillant par exemple vous sur vos exosquelettes, c'est que les morphologies féminines ont une variabilité et une différence beaucoup plus importante finalement que les morphologies masculines. Et donc là aussi, sur les théoriques 50 ou 55% d'emplois féminins, voilà. Alors, Philippe, maintenant à vous, si vous voulez bien, sur un peu des choses très diverses qu'on a vues là, vous qui quelque part êtes quand même sur l'orientation des conditions de travail. Sur le fond, voilà, comment vous voyez tout ça, les enseignements vous tirez sur l'avenir et ce sur quoi vous avez envie de nous orienter? D'abord, je tiens à remercier tous les intervenants. Il y a une richesse incroyable et ça prouve aussi et ça atteste véritablement que c'est une priorité. Une priorité aussi bien au niveau international, hein, Cyril vous en a parlé, que au niveau national et régional. C'est très important. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, la santé des femmes, somme toute, phénomène de mode. Ah non, c'est pas du tout un phénomène de mode. Ça, je pense que c'est vraiment important. On est tous sur ce registre c'est un vrai sujet. C'est pas évident. Hein, c'est pas du tout évident. Alors, je reprends ma casquette donc de secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, c'est-à-dire d'un organisme qui est paritaire. Un organisme où on retrouve aussi bien les organisations syndicales que les organisations professionnelles, où il y a le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture et des préventeurs. Quand on a abordé le sujet, on a abordé le sujet pour une simple raison. C'est que la fameuse disposition législative de 2014 n'était pas appliquée. Voilà, c'était pas appliqué. 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, toujours pas appliqué. Alors, quand une disposition législative n'est pas appliquée, c'est soit que vraiment elle est mauvaise, ça arrive, hein, on peut se tromper, on a le droit de se tromper, même lorsqu'on est législateur, soit il y a quelque chose qui ne permet pas de la mettre en œuvre. On s'est penché plutôt sur la seconde solution. Pourquoi ? Et on a débattu entre nous. La première chose, le premier élément qui faisait obstacle, c'était la peur de discriminer. Les employeurs, en quelque sorte, avaient été éduqués, j'ose pas dire dressés, avec l'idée qu'il n'y a pas de discrimination, surtout pas à l'embauche. Et que donc, on ne devait pas, dans le travail, discriminer non plus. Ils ont raison. Sauf que de temps en temps, il est nécessaire de réaliser que le terrain parle. Écoutez. Là, je crois que tout le monde est d'accord. La première des vertus, c'est de savoir écouter celui qui travaille. Ce devrait être un des principes généraux de prévention, peut-être le premier. En tout cas, peut-être le 10e qu'on va inventer. Donc là, en l'occurrence, écoutez. Et écoutez la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est effectivement que les morphologies sont différentes. Et oui, c'est vrai. Donc, si on a des équipements de protection individuelle qui sont des protections individuelles pour monsieur tout le monde, eh bien, ça ne marche pas avec madame tout le monde. Et ça veut dire aussi de grandes difficultés à mettre ces équipements.
Donc une sorte de discrimination indirecte mais réelle. Autre point aussi, les statistiques. Oui, on manque de statistiques. Ça, c'est un vrai problème. On en a peu, il faut les consolider, mais on en a quelques-unes. On vous en a parlé. Manifestement, il y a un accroissement relatif de la part des accidents du travail féminins par rapport aux accidents du travail masculins. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que la femme ne fait pas attention, elle était en l'air. Mais on se dira que c'est peut-être pas ça. Et puis on verra par exemple que sur le risque routier, c'est bizarre, il y a 80% des accidents routiers professionnels émanent des hommes, pas des femmes. Donc on peut penser peut-être que dans la culture sécurité, les femmes font attention. Donc pourquoi est-ce qu'on a davantage d'accidents du travail côté femmes que chez côté hommes? Alors ça vient en grande partie des secteurs d'activité et des progrès qu'on a réalisés. On a réalisé de très grands progrès dans la vieille industrie, dans les secteurs manufacturiers. Ça, vraiment, on peut être fier de ce qui a été fait depuis 50 ans. Mais justement, les femmes travaillent rarement dans ces secteurs-là. Elles peuvent, et on les encourage d'ailleurs à travailler. On a tout un programme pour permettre au secteur d'activité masculin d'être beaucoup moins masculin. Mais quand même, la plupart des femmes, pour différentes raisons, vont se retrouver dans d'autres métiers, le care par exemple. Et dans ces métiers, il n'y a pas encore véritablement de structure, de culture, d'amélioration sensible de la prévention. Je vais prendre un exemple très concret, en dehors de mon champ de compétences, je l'admets, puisque ça concerne les ATSEM. Donc les ATSEM, ce sont les personnes qui aident à l'école maternelle. Donc ils font le ménage et puis qui aident les maîtresses, donc les professeurs des écoles, à aider les enfants à commencer à écrire leur stylo, et puis qui aussi, de temps en temps, lorsque il y a un gamin qui pleure ou une gamine qui pleure, qui les prend dans les bras, qui aussi, au moment de la cantine, vont servir à la cantine. Eh bien, tous ces gestes nécessitent un effort physique assez considérable. Pensez que la table de cantine pour un enfant de 4-5 ans, c'est tout petit et que la personne en question va devoir beaucoup se pencher. Bon. Donc, il y a toutes sortes de gestes qui font que, au bout du compte, au bout d'un certain temps, il y aura de l'usure professionnelle. Et c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire les métiers occupés par des femmes qui sont des accidents du travail réels, mais qui sont rarement très graves, qui sont rarement mortels, sont des accidents du travail qui enregistrent aussi la pénibilité et à la fin l'usure professionnelle. Donc, le champ, je dirais le registre santé au travail, prévention, côté féminin, c'est pas tellement les accidents du travail graves et mortels, c'est plutôt l'usure professionnelle qui gagne après année. Donc c'est un véritable enjeu, c'est pas du tout le même enjeu. Et c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça aussi que c'est devenu une priorité du plan santé au travail. Alors, encore une fois, c'était pas évident. Je veux dire que moi, j'ai expliqué avec mon président, Dominique Georgie, que c'était absolument nécessaire. Et en face, nous avions des personnes tout à fait qualifiées qui nous disaient, mais enfin, quand même, pour nous, tous les travailleurs sont égaux. Pourquoi distinguer certains travailleurs plutôt que d'autres? Une vraie question. Alors, heureusement, il y a la santé au travail et puis la santé publique. Et dans la santé publique, on fait des efforts spéciaux pour les femmes. Donc, on a expliqué, et pas que pour les femmes, pour des publics à risque. Donc, on a expliqué que c'était des publics à risque et qu'il fallait vraiment se concentrer sur les publics à risque. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir et que aussi bien l'ANAC que JAPET, que les DREST, que les SPSTI, tout le monde, au final,
est en train de se pencher sur la manière de faire. Donc, les exosquelettes, et là, j'encourage énormément tous ceux qui travaillent sur ce sujet à demander des subventions. On a un peu d'argent, pour une fois, c'est rare. Le ministère du Travail a de l'argent. Il ne faut pas hésiter à déposer des projets. La DREST saura vous aider, l'ANACT aussi. C'est important parce que ces projets-là, c'est des projets d'avenir. C'est des projets qui vont permettre d'améliorer les situations et ensuite de répandre les bonnes pratiques. C'est important. Et bien entendu, de réfléchir à la prévention primaire. C'est-à-dire que plus on améliore des situations pour éviter le risque, mieux c'est. Plus on fait en sorte que, par exemple, une personne se penche moins, mieux c'est. Il y a des progrès, hein, il y a des progrès qui sont faciles à faire. Il y a, et vous verrez dans le salon, il y a plein de choses. Hein, il y a non seulement des EPI, mais aussi du matériel, mais aussi des designers qui peuvent aider à améliorer la situation le plus en amont possible. Et ça coûte pas si cher que ça, croyez-moi. Donc, l'idée, c'est d'éviter le risque. Et pour ça, c'est très important. Il faut que les femmes, dans leur ensemble, comprennent que la douleur ne fait pas partie du travail. Alors, je suis un peu dur par cette formule, mais c'est vrai que les études sociologiques ont montré que les femmes avaient une sorte de résilience plus élevée que les hommes par rapport à la douleur. C'est-à-dire, elles se plaignent moins. Et c'est pour ça aussi que les femmes acceptent beaucoup plus facilement de faire 2 ou 3 journées de travail dans une. Tout simplement parce que c'est l'habitude et c'est comme ça. Alors, on a le droit de se plaindre et on a le droit aussi de dire qu'à un moment donné, ça suffit. Ça peut suffire effectivement dans l'univers domestique où il peut y avoir une répartition homme-femme plus équitable. On peut aussi se plaindre dans son lieu de travail pour faire en sorte que ça aille mieux. Et encore une fois, les exemples qu'on a cités là tout à l'heure, c'est des exemples qui permettent d'aller mieux. Hein, la vulnérabilité, elle n'est pas forcément permanente. Mais la vulnérabilité, si elle devient permanente, elle devient source de ségrégation. Donc, il faut éviter ça. Et pour l'éviter, vraiment, c'est l'amélioration des conditions de travail le plus en amont possible qui nous permettra de faire face à ce défi. Alors, encore une fois, un merci à tous de proposer des options, des solutions, et merci encore d'améliorer nos connaissances grâce à des data. Plus il y aura de data, plus on est crédible. Merci. Mais merci à vous, Philippe. Et c'est effectivement, on a tous besoin de data. Donc, alors, juste parenthèse, rejoignez-nous. Demain, on est focus sur la logistique, sur lequel il y a beaucoup à dire, et focus sur les data. Et puis alors, moi, je vais remercier Philippe particulièrement de son appel, on veut dire en public, on est en live, un appel à l'insurrection positive sur ne supportons pas ce qui n'est pas supportable. Merci à vous tous. Alors maintenant un petit peu les réactions, j'allais dire déjà vous à la table qui n'est pas une table, hein, je sais pas si vous avez vu, mais les tables rondes c'est jamais rond. Là on essayait de faire un quart de demi-cercle, bout de cercle sur table basse d'ailleurs. C'est pour ça que moi j'ai pris un tabouret un petit peu plus haut là-dessus. Et puis vos réactions et vos questions à vous les uns les autres, je veux dire aussi bien sur le sujet assez crucial sur lequel on a tous un peu, tout un peu tendance à s'auto-censurer, harcèlement, violence sexuelle ou autre, ou sexiste. Voilà, qu'est-ce qu'on en a? Question, comment évoluent les choses? Moi, j'avais la question pour Sophie tout à l'heure de vous dire, bon, c'est bien. Là, vous êtes en train de préparer. En avril-mai, vous allez avoir des choses et vous allez aborder la phase de sensibilisation des entreprises. Mais vous, je dirais, même en dehors des études, intuitivement, comment vous voyez les gens au global, qu'ils soient au féminin, au masculin, dans les boîtes publiques, dans les boîtes privées ou autres, évoluer sur ces questions-là? Voilà, comment vous voyez ça? Puis vos questions à vous et puis aussi les questions du chat s'il y en a, monsieur là-bas. Voilà, donc on a encore 7 minutes.
Écoutez, nous, je pense que quand on travaille sur le terrain avec les entreprises, il y a une évolution sociétale et une mutation, et donc avec des conséquences sur une mutation du travail. Pour nous, ce qui est important, c'est de réinterroger sans cesse l'organisation au sein du travail au sein de l'entreprise. Donc, ce qu'on regarde, en fait, ce sont les postes et qu'est-ce qui peut générer dans l'organisation, en fait, la création de risques. Après, je rejoins tout ce qui a pu être dit. Si on prend l'exemple, quand je parlais de division sexuelle du travail, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'hommes qui sont dans le secteur du bâtiment. Donc forcément, ils vont être plus exposés à des risques amiante, chute de hauteur, voilà, des risques sur lesquels, comme l'a rappelé le secrétaire général du COC, on a déjà fait beaucoup de progrès. Et comme on retrouve les femmes dans 12 familles de métiers, les aides à domicile, voilà, le secrétariat, tout ce qui touche à la petite enfance, à la santé, d'une manière générale, si vous regardez ces métiers, ce sont des métiers qui relèvent souvent ou très proches de ce qu'on appelle la sphère privée. Bon, là, ça pourrait renvoyer à d'autres questions et d'autres analyses. Donc, forcément, elles seront plus concernées par les troubles musculo-squelettiques, par les risques psychosociaux, par d'autres risques. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'interroger, en fait, l'organisation du travail pour avoir la bonne photographie et agir. Après, les chefs d'entreprise, ils s'engagent pour des raisons différentes. Il y a ceux qui vont dire c'est réglementaire depuis 2014, bon voilà, il faut travailler. Il y a ceux qui veulent faire la formation, la prévention primaire et qui ont besoin de ces éléments pour pouvoir avancer. Il y a ceux qui ont été confrontés en interne à des situations, par exemple de violences sexistes, sexuelles au travail, et qui ont envie aussi de pouvoir travailler ces sujets en interne. Voilà. Donc je pense que il y a une multitude de raisons qui conduisent les entreprises à s'emparer du sujet. Et donc nous, à partir du mois de février, on recommence une tournée des 13 départements de la région, des matinales destinées donc aux chefs d'entreprise et avec un focus prévention des violences sexistes sexuelles au travail. Merci Sophie. Peut-être une question maintenant pour, je dirais, vos réactions. Hein, là, moi, pour Florence et Cyril aussi, comment ça se voit à la fois internationalement, mais aussi en France sur ce mouvement que vous avez bien montré, qui est une porosité croissante entre la sphère personnelle, la sphère professionnelle, tout ça qui était soi-disant étanche est en train d'éclater joyeusement. Voilà, quelle perception française vous avez, quelle orientation vous à l'ANAC vous donnez, et puis peut-être Cyril, vous au niveau international, comment ça peut se passer ailleurs et évoluer aussi. Oui, donc moi ce que sur le menton pour que ce soit plus audible. Voilà. Merci. Oui, ce sujet de femmes et d'hommes au travail, ça fait partie de ce qu'on appelle la transition sociétale, avec cette question de porosité, effectivement, vie professionnelle, vie personnelle. Et cette attente d'équilibre des temps qu'ont toutes et tous, hein, c'est pas seulement les femmes aujourd'hui, ce sujet d'équité, de justice dans le travail, y compris en matière de santé, les questions d'identité de genre, hein, on n'en a pas parlé, liées aux violences sexistes et sexuelles, les personnes LGBTQIA+, on a de plus en plus de demandes dans ce sens. Et puis aussi l'évolution de la population active. Aujourd'hui, on sait qu'elle va diminuer. Il y a donc des problématiques d'attractivité qui se posent aujourd'hui, mais qui vont se poser encore plus demain. Donc moi, j'ai confiance sur le fait que c'est quand même un mouvement quelque part inéluctable. Alors nous, Réseau ANAC-TARACT, qu'est-ce qu'on prépare par rapport à tout ça, ou qu'est-ce qu'on propose? Déjà, on a produit, par exemple, un outil d'aide pour une petite entreprise pour pouvoir analyser ces données sexuées en santé au travail, hein, suivant 4 axes d'analyse. On prépare effectivement, dans le cadre du PST, du plan santé au travail numéro 4, puisqu'on pilote l'action sur la santé des femmes et des hommes, des outils en lien avec l'évaluation des risques et les PRST comme celui d'Occitanie. Et puis sur les violences sexistes et sexuelles, on prépare un kit qui sera destiné aux référents en 2024, les référents CSE, les référents employeurs. Et puis bien sûr, il y a des outils à mobiliser, mais que vous connaissez, le dialogue social et puis les espaces de discussion sur le travail. Il faut que dans les entreprises, on puisse discuter de ce sujet. Ça ne soit plus un sujet tabou,
les femmes au travail, la ménopause au travail, mais enfin on en est très très loin, les VSS au travail. Voilà, donc c'est des sujets d'avenir, si je puis dire. Voilà. Merci des belles évolutions. Alors, au niveau international, je dirais avec le regard qu'on peut porter finalement grâce à de l'hémicycle où vous êtes sur l'ensemble des nations, est-ce qu'il y a des expériences, des pays ou des trucs qui sont intéressants à regarder justement sur les avancées sur ces questions de porosité ou pas de porosité de rôle? Alors, sur votre question sur la porosité entre vie, je dirais, vie au travail et vie personnelle, je dirais que c'est quand même pas un sujet complètement nouveau. On l'a abordé il y a maintenant 20, 30 ans sous l'angle de ce qu'on appelait la conciliation ou l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais on l'abordait toujours en droit du travail avec des catégories bien établies de la gestion du temps. Enfin, comment est-ce qu'on peut adapter le temps de travail sur la semaine ou sur l'année ou même sur le cycle de vie de travail pour pouvoir concilier des aspirations personnelles en dehors du milieu de travail. Quand on est sur le champ de la santé au travail, en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que bien évidemment qu'il y a un impact sur ce qui se passe dans la sphère privée, sur la vie du travail. Et je pense que c'est un constat qu'on pouvait faire déjà il y a une 50aine d'années, c'est pas complètement nouveau. Il y a aujourd'hui une résonance dans la société de cette question qu'il n'y avait pas avant, notamment au travers des violences domestiques et des violences conjugales. Et au niveau international, une petite expérience que l'on a, c'est précisément un point de la négociation de la dernière convention 190 donc de l'OIT sur les violences et le harcèlement au travail, où les syndicats réclamaient dans le corps de la convention une référence à la nécessaire prise en compte des violences domestiques dans les politiques de prévention. Et on a eu une vraie difficulté vis-à-vis des représentants des employeurs, hein, comme je le disais, qui participent à la négociation. Ce sont des négociations internationales tripartites qui, en fait, appliquaient à cette question-là de la porosité des schémas bien établis en matière de responsabilité de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels. Donc, leur crainte, si vous voulez, c'était que en élargissant trop le spectre de l'exposition au risque, on puisse leur faire porter la responsabilité de la santé d'un salarié ou d'une salariée dont les causes n'avaient absolument rien à voir avec le milieu de travail. Donc c'est ça la difficulté quand on va dans le dur, si je puis dire. Autant sur le constat, on peut bien s'accorder sur le fait qu'il y a effectivement une porosité et que l'impact de ce qu'on peut vivre dans sa vie a évidemment un impact sur sa vie au travail. Autant c'est quand même plus compliqué de l'inscrire dans les logiques juridiques du droit du travail. Donc il y a sans doute encore beaucoup de travail conceptuel à faire pour voir comment effectivement on peut considérer que, par exemple, le lieu de travail peut aussi être un lieu qui apporte du secours, du réconfort à la victime de phénomènes qui ont lieu hors du travail. Je pense que c'est un nouveau champ qu'il faut investir. Et juste pour terminer sur la très grande richesse, je trouve, de l'échange, on voit la complexité quand même de ce sujet. Hein. Et moi, je dirais que il faut naviguer entre différents écueils, finalement. Il faut éviter l'écueil de renouer avec des approches qui peuvent être finalement indirectement discriminantes si on considère que les femmes, voilà, c'est une catégorie fragile, vulnérable, qu'il faudrait absolument protéger. Donc je pense que garder cette approche universelle est extrêmement important. Il faut évidemment éviter l'écueil du déni, c'est-à-dire reconnaître qu'effectivement il y a des considérations physiologiques, morphologiques qui impliquent de prendre en compte un certain nombre de spécificités qui concernent la situation des femmes dans le milieu de travail. Il faut éviter le pilotage à l'aveugle, ce qui est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire renforcer les données épidémiologiques et les données sexuées. Et puis, il faut, et Philippe Garabiol l'a bien dit, il faut aussi prendre en compte la réalité du travail, qui implique aussi d'écouter ceux qui travaillent et de prendre en compte le fait qu'il y a des conditions de travail spécifiques dans un certain nombre de secteurs qui touchent les femmes. Donc, je pense que c'est en essayant de naviguer entre ces différents écueils qu'on pourra faire progresser le sujet. Merci pour les nuances. Philippe, 20 secondes de mots de la fin et 20 secondes à mon président. D'abord, au sujet des violences domestiques, le rôle du médecin du travail existe.
une personne qui subit des violences dans son univers domestique, souvent trouve protection dans un autre lieu, qui peut être le lieu de travail. Et il y a des médecins. Ces médecins sont totalement habilités pour aider la personne. Ça, vous pouvez le dire, le redire par rapport à des personnes que vous connaissez et qui peuvent subir ce genre de choses. Le rôle du médecin du travail est souvent méconnu. Il est là. Il existe. Il peut agir. Premier point. Deuxième point, sur les violences sexistes, sexuelles et sexistes, c'est pas une mince affaire. Lorsque quelqu'un travaille, donc une femme travaille dans un univers où il y a ce type de violence, qui peuvent être des violences à bas bruit, des plaisanteries de très mauvais goût, par exemple, cela provoque forcément une charge mentale supplémentaire. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que la violence sexiste, c'est pas forcément ce qu'on a vu en Espagne. Vous avez vu les images d'un comportement totalement inapproprié. C'est le moindre des mots qu'on puisse dire par rapport à une journaliste qui intervenait dans une rue. Non, la violence sexiste, c'est pas simplement ça. Et ce sont toutes sortes d'attitudes qui font que quelqu'un peut se sentir profondément agressé, sans pour autant qu'il y ait forcément harcèlement au sens juridique du terme. Mais tout cela provoque un univers qui est un univers de déloyauté en quelque sorte, où la charge mentale devient de plus en plus lourde par rapport à une personne qui doit se sentir en insécurité puisqu'elle est victime d'un univers qui est déloyal. Donc l'objectif, c'est aussi, lorsque on prend à cœur ce thème de la violence sexiste et de lutter contre la violence sexiste, de rendre l'univers du travail sain et sauf, donc un univers positif. On en revient au bien-être au travail et à la qualité de vie et aux conditions de travail. On ne doit pas se sentir agressé d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'insiste, c'est quelque chose de relativement nouveau et c'est pour ça que c'est une des priorités. Et j'admire d'ailleurs le fait qu'il y aura des petits matins avec les entreprises dans 13 départements. Je trouve ça formidable et j'aimerais bien avoir le compte-rendu après. Voilà, merci. Merci à vous, mon président. Merci à tous les intervenants et merci pour tout ce que nous avez fait connaître. Je pense qu'on a une difficulté de fond avec le problème que nous regardons, c'est la contradiction qu'il y a entre égalité et diversité. Ça plane comme problème de fond. Mais je crois que nous pouvons tous tirer de cette séance une impulsion. C'est une impulsion pour plus de connaissances, plus de compréhension, et je dirais en synthèse, plus de discernement. Et si tous, chacun pour sa part, y met du sien, nous avancerons sur le but qui est finalement la qualité de vie. Voilà, merci de votre attention. Merci surtout de les applaudir parce qu'ils ont été géniaux. Merci Anne-Marie. Et Anne-Marie. Merci à vous tous et on vous invite aux prochaines étapes. Alors, prochaine étape, il y aura le replay et des documents parce qu'on vous a parlé plein de trucs et voilà. Et puis, il y a un programme qu'on est en train de commencer à concocter avec, alors toujours sur les exosquelettes et innovation, mais surtout avec Florence Chaper et puis avec l'Occitanie, si elle veut bien continuer à se joindre à nous sur des questions bien spécifiques là-dessus. Donc ça, on va vous informer. Vous avez laissé vos trucs avec vos